Merci d'être avec nous pour cette nouvelle partie sur notre aventure sur la santé. Aujourd'hui, je suis avec Dr Boutrin et c'est vraiment un plaisir pour moi de la voir. Nous allons parler des maladies infectieuses aujourd'hui. Donc, merci d'avoir fait le déplacement. Merci Indy, bonjour, merci de m'avoir sur le plateau, pardon. Oui, c'est vraiment un plaisir pour nous de t'avoir et tu as vraiment des informations intéressantes et importantes à nous dire sur les maladies infectieuses. Donc, comment on attrape une infection? OK, comment on attrape une infection? Eh bien, les infections, en général, ça reflète l'introduction de microbes, donc des bactéries ou alors des virus. On peut aussi avoir des parasites. Bon, ben aujourd'hui, on va plutôt parler des bactéries et des virus. Donc, on va plus parler de ces micro-organismes. Transmission, alors, ce sont des maladies, en général, qu'on appelle... qu'on peut, certaines communications. Donc, communication de la peau. Donc, je te dis bonjour, je te touche. Je me tiens la main. Je te tiens la main, j'ai des bactéries, je te donne mes bactéries. J'ai des virus, pareil pour les virus. Ou alors, par exemple, je suis assise maintenant sur la chaise, j'ai des bactéries. Par exemple, bon, je suis malade, j'ai des bactéries. Je me lève, tu viens. Tu t'assieds sur la chaise, tu touches la chaise, tu aussi es en contact avec les bactéries. Donc, la transmission, c'est surtout une voie de contact. Okay. Donc, ça peut être aussi dans les aérosols. Par exemple, je tousse ou alors j'éternue. Donc, ça va projeter des aérosols dans l'air. Il y aura aussi peut-être des bactéries, des virus. Alors, toi, tu ne sais pas. Tu marches, ou alors tu es en face de moi, ou alors tu respires les aérosols, voilà, tu es contaminé. Qu'est-ce que ça... ça peut être aussi dans l'environnement. Dans l'environnement, par exemple, il y a beaucoup de transmission au niveau des infections dans la voie fécale-orale. Donc c'est-à-dire que par exemple, un animal est malade ou alors il a une infection, il va dans les selles... L'animal va déféquer, les selles sont là. Bon, moi, je ne sais pas, je ne fais pas attention. Des fois, même les enfants, tu sais, les enfants, ils vont dans le jardin, ils ne savent pas, par exemple, qu'il y a un lapin qui est passé par là, qu'il y a des chats qui sont passés, des chiens. Ils ne savent pas, et vraiment, ils n'ont pas ce sens de discernement. Ils voient un truc, ils touchent, et puis, ils mettent la main dans la bouche. Eh bien, ça rentre à l'intérieur du corps. Ah, voilà. Et là, il y a problème. Ah, un gros problème. Là, il y a vraiment problème. Voilà. Okay. Et puis, il y a aussi l'eau, les aliments. Donc, si l'eau est contaminée, je ne sais pas. Bon, en général, des fois, on sait parce que l'eau, quand elle a des bactéries ou alors une infection microbienne, on voit que l'eau n'est plus claire, transparente. Donc, on voit quand même qu'il y a c'est un petit peu trouble. Mais bon, donc, si on ne sait pas, on boit l'eau qui est contaminée, on attrape une infection. Les aliments, l'agriculture, l'eau qui arrose l'agriculture, les plantes, tout ça. L'eau est contaminée, ça touche les plantes. Moi, je ne sais pas, je viens, je prends les plantes, surtout si je ne fais pas cuire les plantes. Je vais assimiler. Si tu ne les laves pas, si tu ne les fais pas cuire. Ouais, exactement. Oui. Et c'est pareil, si le sol est contaminé, encore en général, c'est souvent au niveau des animaux qui vont déféquer dans le sol. Je mets mes plantes dans le sol, ou alors je touche, je mets les mains à la bouche, ou alors je ne lave pas les plantes. Je ne porte pas de gants quand je vais jardiner, oui. Et aussi, je ne lave pas les plantes, je ne me lave pas les mains. Ça, c'est très important, le lavage des mains. Très important. Montre-nous comment il faut bien laver ses mains. Est-ce qu'il faut croiser les bras? Comment il faut faire ça? Il faut prendre le savon. Oui, déjà. Surtout le savon, parce que, bon, il y a des gens qui disent « Ah oui, je vais prendre de l'eau. » Non. Il faut le savon. Et c'est du bon savon. Alors, on prend le savon avec de l'eau, on se frotte bien les mains. Et apparemment, pendant 10 secondes. 10 secondes. Comme ça. Après ça, il faut faire entre les doigts. Entre les doigts, et puis bien le haut des mains jusqu'ici. Et on continue à bien faire mousser le savon, bien faire ça, répéter les gestes. Et après... En dessous des ongles aussi. Ah oui, sous les ongles. Pour ceux qui ont si on a des ongles, ah oui. Et voilà, très important, il faut aussi faire sous les ongles. Mais bien partout, parce que aussi des fois, là où l'ongle naît, dans les cuticules, il faut aussi bien laver, surtout si on va dans le jardin. OK.
Ou alors si on touche des plantes fraîches et puis bon, on ne sait pas trop d'où les plantes viennent, il faut bien tout laver. Et une fois qu'on a bien fait ça, et la règle, c'est, je ne sais pas si tu connais le chant Yes, Jesus Love Me, Jésus m'aime. Oui. Alors on dit que le refrain, la durée du refrain, tu chantes. À la fin du refrain, tu te laves les mains. À la fin du refrain, s'il y a le savon, tout ça, tu dois, ça devrait être suffisant. Donc, généralement, c'est au moins 30 secondes à plus. Et puis après, il faut bien laver avec l'eau. Il faut bien laver, s'assurer que tout le savon, tout soit bien parti. Et puis après, les mains, bien regarder s'il y a toujours des traces de... On n'hésite pas à recommencer. Voilà, il faut recommencer. OK. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'était pour se débarrasser des virus et des mains qu'on aurait, par exemple, en se touchant une surface, en se serrant la main, en allant dans le jardin. D'accord. Il faut se débarrasser de tout ça. Voilà. Mais là, on parlait des mauvaises bactéries. Mais il me semble qu'il existe de bonnes bactéries. Donc, où est-ce qu'on peut les trouver, ces bonnes bactéries? Oui, alors on a de bonnes bactéries qui sont dans les intestins, dans le côlon. Ce sont des bactéries qui sont très importantes au niveau du système digestif. Donc, le rôle digestif de ces bactéries, c'est de pouvoir un petit peu digérer les parties du bol alimentaire qui n'ont pas été, du bol alimentaire qui n'ont pas été bien digérées. C'est-à-dire que nous, on a un groupe d'enzymes. C'est très bien, ça fait ce que ça doit faire, mais quand il y a des molécules qui sont un petit peu différentes, en général, on n'a pas ces enzymes-là. OK. Ce sont les bactéries qui sont dans l'appareil digestif qui ont ces enzymes et qui vont réussir à dégrader ces molécules. Et à ce moment-là, non seulement elles dégradent les molécules, mais aussi elles produisent des vitamines en retour qui sont bénéfiques pour nous et qui vont être absorbées et qui sont essentielles. Qui sont essentielles. Donc ça, c'est bien. Le deuxième rôle, c'est un rôle de protection. Donc, parce que si on a des bactéries néfastes qui rentrent, qui veulent attaquer notre corps et qui arrivent dans l'appareil digestif, quand elles vont arriver au côlon, eh bien, elles vont faire face à une population très dense de plusieurs bactéries. Et là, bon, ben, c'est comme si la guerre, elle est... c'est même pas la peine. Hein? Oui, tu nous as dit que c'est même pas une centaine de bactéries, ce sont des milliards de centaines de bactéries. Oui. Je crois que c'est 100 000 milliards de bactéries qui forment la flore intestinale. Et c'est pas seulement une espèce de bactéries, il y en a au moins 5. 5 qui sont de manière, tout le temps, de manière régulière. Ce sont surtout des bactéries anaérobes. Et il y a aussi d'autres bactéries comme les entérobactéries. Des fois, il y a aussi un petit peu de levure. Donc c'est une variété de microbes qui sont là, qui aident à avoir un équilibre au niveau de la flore intestinale, mais aussi de protection. Et aussi... il y a beaucoup d'études qui se font maintenant dans la recherche au niveau du microbiote, c'est le nom. Et on s'est rendu compte que l'équilibre de la flore intestinale aussi agit sur la santé mentale. Wow! Donc, c'est lié. Voilà, c'est lié. Donc, si on a un déséquilibre au niveau du microbiote, alors ça va aussi agir sur nos humeurs, sur la santé mentale. OK. La question suivante serait, à quoi correspond la fièvre? Je sais que c'est une situation dans laquelle on n'est pas du tout confortable, on a mal à la tête, on est un peu vaseux, disons. À quoi correspond la fièvre quand on parle de maladies infectieuses? Alors la fièvre, c'est une réponse immunitaire, c'est comment dire ça, c'est un type de défense contre une infection. Alors, ce qui se passe, c'est une réponse systémique. Donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement une réponse localisée, c'est une réponse qui va se répandre dans tout le corps. Okay. Donc, la fièvre, c'est une très bonne astuce du corps pour pouvoir se battre contre les infections. Ce que la fièvre fait, c'est une augmentation de la température corporelle. Alors, la température corporelle normale, c'est 37 degrés. Oui. Voilà. Donc, je me souviens. donc, la fièvre, c'est quand on va beaucoup plus en dehors de 37 degrés. Donc, on commence par les 38, 39, 40. On ne veut pas trop aller trop haut parce qu'à ce moment-là, on va sortir hors de l'intérêt
de la fièvre au niveau de l'intérêt combatif de la fièvre. Alors la fièvre, ce qui se passe, c'est que le corps augmente la température corporelle pour mettre les bactéries mal à l'aise. C'est-à-dire, en général, les bactéries, la température idéale pour leur croissance est 37 degrés, ce qui est notre température corporelle normale. Alors, si on laisse les bactéries à 37 degrés, c'est comme elles vont se développer. Voilà, exactement. Sans C'est bienvenue chez nous. Allez, faites comme chez vous. Lorsque la fièvre, lorsque le processus de fièvre commence, on commence à augmenter la température corporelle. Donc, à ce moment-là, les bactéries disent, oh, il commence à faire chaud ici, c'est pas trop bien. C'est peut-être pas le meilleur endroit où rester. Voilà. Et puis voilà, alors ça réduit la croissance microbienne, donc ça réduit la rapidité de l'infection au niveau de la propagation. Aussi, le métabolisme est augmenté, aussi dans le corps. Aussi, les muscles aussi sont activés. Donc, on sait que lorsque les muscles sont activés en général, ça aide aussi dans la circulation sanguine. Donc, si la circulation sanguine augmente, on sait aussi que les soldats, les cellules du système immunitaire... Mais oui, ceux qui patrouillent. Voilà, ceux qui patrouillent, elles pourront être en contact avec les cellules infectieuses. Donc, tout cela, la fièvre, bon, c'est une très bonne astuce du système immunitaire pour pouvoir se battre contre les infections. Mais comme j'ai dit, il faut arriver à un niveau. Donc, on ne veut pas aller plus haut qu'une certaine température parce que là, à ce moment-là, on commence à mettre notre corps dans un problème. Danger. Parce que c'est trop chaud pour nos fonctions physiologiques. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on atteint un certain niveau de fièvre, les médecins disent, OK, on est arrivé, c'est assez haut. Maintenant, on va donner un traitement pour pouvoir baisser la fièvre, pour ne pas que nos cellules elles-mêmes commencent à souffrir de la fièvre. D'accord. Je me demandais, on sait que les bactéries peuvent s'adapter, donc, parce que disons qu'à 38 degrés dans le corps, les bactéries, elles ne meurent pas encore, elles sont toujours là, même s'il fait 38 degrés. Quand on a une infection et qu'on prend des antibiotiques, je sais que les bactéries peuvent développer des résistances à ces antibiotiques. Comment cette résistance se produit? Comment elle se crée? Alors, la résistance bactérienne aux antibiotiques, elle se transmet en général à travers le contact entre les bactéries. Mais avant, alors, comment ça commence? Eh bien, il y a des bactéries qui ont des gènes. Et ces gènes produisent des protéines. Qui peuvent, ce sont des enzymes qui vont réussir à détruire la structure chimique des antibiotiques. Donc, à ce moment-là, les antibiotiques perdent leur efficacité ou alors leur rôle antibactérien. Donc, ces gènes-là, les gènes les bactéries qui ont ces gènes de résistance contre les antibiotiques. Bon, maintenant, les bactéries, des fois, elles peuvent avoir communication, même des échanges où elles acquièrent ces gènes de résistance bactérienne, de résistance antibiotique. Donc, là, ça peut devenir un problème parce que, bon, on veut bien avoir peut-être une résistance, mais on ne veut pas que la résistance se propage maintenant qu'on a beaucoup plus d'espèces bactériennes qui deviennent résistantes. Oui, parce que les antibiotiques sont quand même utiles dans le cas où on est malade et on en a besoin pour pouvoir stopper le problème. Tu as raison. Donc, en fait, la résistance aux antibiotiques actuelle au niveau des bactéries, c'est un très gros problème au niveau de la santé publique, non seulement nationale, mais globale, parce que c'est comme si, c'est vraiment que c'est difficile de trouver des antibiotiques qui sont toujours aussi efficaces. Par exemple, au niveau de la tuberculose, on est en face d'un gros problème. Au niveau de la tuberculose, normalement, on peut avoir peut-être un antibiotique qui devrait tuer les bactéries. Mais le problème, maintenant, on a beaucoup de résistance aux antibiotiques au niveau de ces bactéries. Et maintenant, il faut donner 2 à 3 antibiotiques. Donc, ça devient contraignant pour la personne qui doit prendre ces médicaments. Contraignant, ça devient compliqué parce que maintenant, si dans notre traitement, ça ne marche pas, les bactéries peuvent s'adapter
aux antibiotiques. Donc maintenant, il faut ajouter un autre antibiotique pour essayer de gérer la situation, pour ne pas que les bactéries soient, comme on dit, les bactéries ne soient pas adaptées. Enfin, parce que le but, c'est de détruire les bactéries. Donc maintenant, si les bactéries s'adaptent, on a un problème. Donc non seulement c'est contraignant au niveau du traitement, le patient a beaucoup plus d'antibiotiques à prendre, Il y a mais peut-être aussi des effets secondaires. les effets secondaires des antibiotiques, et il y a aussi le coût. Parce que pour traiter maintenant une infection, maintenant, au lieu d'avoir un antibiotique, on va prescrire 2 ou 3 antibiotiques. Donc, ça coûte beaucoup plus cher. Et maintenant, quand les bactéries s'adaptent aux antibiotiques, donc quand il y a beaucoup plus, enfin, jusqu'au niveau de la résistance bactérienne, à ce moment-là, eh bien, il faut... les gènes, les bactéries deviennent de plus en plus résistantes. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de bactéries avec des gènes de résistance aux antibiotiques. Donc, ça devient beaucoup plus difficile parce que même les bactéries peut-être de l'environnement deviennent aussi, prennent ces gènes-là. Maintenant, on a un problème qui est beaucoup plus vaste. Ok. Voilà. D'accord. On va passer à un autre sujet, disons, mais toujours relié aux maladies infectieuses, le sida. Le sida, on entend parler du sida. Qu'est-ce que c'est le sida? Alors, le sida, c'est un syndrome qui se développe dû à l'infection d'un virus, le virus d'immunodéficience humaine. OK? Alors, ce virus-là, c'est un virus qui a une stratégie très intelligente pour pouvoir survivre. Très intelligente pour lui et mauvaise pour nous, les humains. Alors, au départ, au niveau de la réponse immunitaire, en général, les virus, alors là on parle de l'immunité adaptative, donc c'est vraiment élaboré, donc c'est vraiment spécifique. Et il y a aussi une mémoire qui s'établit au niveau des lymphocytes qui se battent contre les virus. Oui. Alors, ce qui se passe, le virus VIH rentre, la réponse immunitaire est normale, donc on commence à se débarrasser des virus, mais comme les virus en général, ce n'est pas comme les bactéries. Les virus, ils se reproduisent dans les cellules, donc c'est intracellulaire. Les bactéries, c'est extracellulaire, enfin la majorité des bactéries. Donc, au niveau du virus du sida, il se reproduit dans les cellules, mais les cellules, ce sont nos cellules du système immunitaire, ce sont nos lymphocytes. Nos lymphocytes, c'est le CD4. Donc, le virus rentre dans la cellule, dans le lymphocyte, et durant le processus de reproduction, ça détruit les cellules. Donc, en retour, on a une propagation, une multiplication des virus, et on a une diminution des cellules, enfin des lymphocytes. Voilà. Donc, on perd des lymphocytes et on a plus de virus. Donc, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Donc à un moment, bon, au début, ça va. Le système immunitaire, il arrive à gérer la situation, il détruit la plupart des virus, ça va. Mais au fur et à mesure que l'infection se prolonge, on voit que comme on dit, qu'il y a un changement. Donc, au lieu que le système immunitaire garde le dessus, maintenant le virus commence à se propager et commence à prendre le dessus. Et c'est là qu'on a, comment dire, un gros problème. Parce qu'on perd des lymphocytes et on gagne, les virus se propagent beaucoup plus rapidement, se multiplient. Quelque chose qui est très important aussi au niveau de cette infection, c'est que au niveau les cellules lymphocytes, ce sont aussi des lymphocytes qui aident à activer les autres lymphocytes qui participent à la réaction immunitaire, les lymphocytes auxiliaires, T auxiliaires. Donc, si les cellules du système immunitaire qui activent les autres sont tuées, eh bien, on ne peut pas activer les autres. Donc, la réponse immunitaire n'est plus complète. Donc, la réponse immunitaire est totalement anéantie. Donc, on perd au niveau de la population des lymphocytes et on perd, enfin, des lymphocytes qui peuvent se battre, mais aussi, surtout, des lymphocytes auxiliaires qui vont permettre l'activation des autres. Donc, c'est vraiment mauvais. Et à ce moment-là,
on commence à rentrer, à se rapprocher beaucoup plus du sida, ce qui est le syndrome qui suit ce changement au niveau du système immunitaire chez la personne, enfin chez le patient. Donc le patient maintenant il commence à devenir immunodéficient, ça veut dire qu'il ne peut plus, son système immunitaire ne peut plus se battre parce qu'il y a une déficience, il y a une carence. Les cellules qui sont là pour pouvoir détruire les virus, elles ne sont plus là. Donc, même si le système veut se battre, il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc là, maintenant, le patient, il ne peut plus se battre contre les infections. Donc, le patient est sujet à beaucoup plus d'infections banales, bactériennes, donc des infections qui, comme on dit, qui courent la rue, quoi, qui ne sont pas vraiment néfastes. Qui, pour une personne normale, une journée où on a un petit mal de tête, là, ce sera une semaine, un mois. Voilà, ça sera beaucoup plus rigoureux chez ces patients parce qu'ils ont perdu la capacité de combattre les infections. Donc n'importe quelle infection, n'importe quelle bactérie, même qui sont opportunistes même parce que, elles ne sont pas pathologiques à la nature, mais comme le système immunitaire est déficient, les infections deviennent beaucoup plus rigoureuses et beaucoup plus profondes et prolongées. Et même, on peut avoir le développement de cancer. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut dire que le sida tue ou est-ce qu'on dit plutôt que les infections que le sida va, entre guillemets, permettre d'attraper sont plutôt, elles, mortelles? Alors, c'est peut-être un mélange des deux parce que, comme on dit à l'origine, c'est le syndrome de déficience au niveau immunitaire qui va permettre aux bactéries opportunistes maintenant d'avoir une infection beaucoup plus profonde. Donc, au départ, je veux dire que la base, c'est le sida. Et maintenant, ce n'est pas tout le monde qui a le sida qui peut aussi avoir des infections, mais en général, c'est ça le problème, parce qu'avec le sida, il n'y a plus de système immunitaire qui est actif, donc on peut prendre beaucoup plus d'infections beaucoup plus rapidement. Donc, et il n'y a rien pour contrôler, pour se battre contre ces infections. Donc, les infections qui peuvent être normalement bénignes, elles deviennent beaucoup plus néfastes dans ces personnes-là. Donc, ça peut les tuer. D'accord. Donc, mais la base, c'est le sida, parce que le système immunitaire, la réponse, elle est totalement anéantie. Donc, voilà, donc maintenant, on est exposé beaucoup plus rapidement. D'accord. Donc, est-ce que tu as quelque chose à dire aux jeunes à propos des maladies infectieuses, des virus, des bactéries? Peut-être leur rappeler qu'il faut faire attention aux virus et aux bactéries? Oui, je sais quand on est jeune, on aime prendre beaucoup de risques. Je sais même que des fois même, il y a des groupes qui ils se lancent des défis. Oui. Disent, ah oui, je vais prendre cette infection-là et puis on va voir qui est-ce qui va être plus malade, qui va être, qui va se rétablir plus rapidement ou voilà. Manger telle chose qui, on sait, ne doit pas être ingérée. Voilà. Ce genre de choses. Juste pour voir qu'est-ce que ça va faire. Il faut faire très attention parce que là, vraiment, on peut compromettre sa santé. Surtout les maladies comme le sida. On n'a pas parlé du sida. Il y a aussi d'autres virus, surtout au niveau des jeunes. Il y a aussi les maladies qui sont sexuellement transmissibles. Je sais qu'au niveau des jeunes, qu'il y a beaucoup de sens de découverte. On découvre son corps, il y a les hormones, il y a tout ça qui se passe. Et des fois, il y a des rapports sexuels qui se font sans protection. Ça peut être aussi un problème parce qu'il y a aussi des virus, il y a aussi des bactéries qui peuvent être transmises, donner des infections qui, sur le moment, on peut avoir des brûlures, des verrues, enfin des symptômes. On peut dire, OK, c'est pas grand-chose. Mais quand ces infections ne sont pas bien traitées, dans le futur. Par exemple, dans le futur, ça peut être des causes d'infertilité, ça peut être aussi des causes de cancer, ça peut être aussi des causes de syndrome inflammatoire. Enfin, il y a beaucoup de choses parce que, mine de rien, les bactéries et les virus, ce sont des micro-organismes qui sont très intelligents. Ils produisent aussi des substances qui ont une influence sur le système immunitaire, qui peut réduire la réponse immunitaire, qui peut changer
comment dire ça, la manière dont le système immunitaire voit par exemple nos protéines ou alors voit les molécules dans notre corps. Tout à fait. Et à ce moment-là, ça peut contribuer au développement des maladies auto-immunes. Ça peut aussi générer comment dire ça, un problème au niveau cellulaire qui peut aboutir à des cancers plus tard dans la vie. Donc, l'infection temporaire que l'on pense qu'il n'est pas grand-chose, si vraiment ce n'est pas bien traité et que l'on continue à soumettre notre corps à ce genre d'infection, c'est comme si on prépare notre corps à avoir des problèmes plus tard. Okay. Donc, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe aux bactéries et aux virus parce que, mine de rien, il y a beaucoup de substances chimiques, de composants chimiques qui sont produits durant les infections. Et à répétition, ça contribue en fait. On augmente les risques au niveau du cancer et aussi des maladies auto-immunes. Ok, donc c'est pas parce qu'on est jeune que ce genre de problème est éliminé, entre guillemets, de ce qu'on voit. C'est pas éliminé facilement, ça disparaît pas. Tu parles de quoi? Ça ne disparaît pas tout de suite. Les infections, voilà. Ou alors les infections peuvent être traitées. Bon, si elles sont bien traitées, elles vont disparaître. Mais entre-temps, les bactéries, enfin, comme on dit, les produits chimiques, les substances qui ont été produites par les bactéries ou alors les virus, les effets néfastes sont toujours là parce qu'à l'échelle moléculaire, les molécules peuvent changer. Okay. Et après ça commence un processus où on peut avoir les molécules changent, donc ça va changer l'environnement cellulaire et à répétition, de manière chronique, surtout si on ne fait pas attention, qu'on a beaucoup d'infections, surtout au niveau sexuel ou alors d'autres, par exemple au niveau de l'estomac, enfin des choses comme ça peut aboutir au développement de différents cancers. D'accord. Je te remercie beaucoup pour toutes ces informations intéressantes, passionnantes que tu nous as permis d'avoir. Je veux rappeler à tous ceux qui nous regardent que vous pouvez poser vos questions à l'adresse email 3abn français @3abn.org. Madame Boutrin se fera un plaisir de vous répondre et on se fera un plaisir de continuer de discuter de tout ce que vous aurez à demander. Je te remercie d'avoir été avec nous. Je vous remercie de nous avoir regardés. Je vous remercie pour votre fidélité, car je sais que c'est pas facile d'être ici, c'est pas facile de nous regarder, mais Dieu a permis que ça se passe. Et merci Seigneur pour tout cela. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, qu'il nous garde et qu'il nous aide à mettre en pratique tout ce que nous apprenons, tout ce que nous ne savons pas et que nous découvrons. Oui. Et même si c'est compliqué, que nous puissions prendre ces nouvelles habitudes qui vont nous aider à préserver le corps qu'il nous a donné. Merci beaucoup de nous avoir regardés et on se dit à la prochaine fois.